La pluie tombait sur Auvers-sur-Oise depuis 3 jours, sans interruption. Le village qui avait vu mourir Van Gogh semblait se noyer sous un ciel de plomb, ses ruelles pavées transformées en ruisseaux boueux, ses maisons de pierre grise repliées sur elles-mêmes comme des vieillards frileux. Colette Dufresne revenait de la boulangerie quand elle l'a vu. Un homme effondré contre le mur du cimetière, trempé jusqu'aux os, le visage d'une pâleur qui ne trompait pas. Elle aurait pu passer son chemin. Elle aurait dû, peut-être. Mais quelque chose dans l'immobilité de ce corps, dans la manière dont la pluie ruisselait sur lui sans qu'il fasse le moindre geste pour se protéger, l'a arrêtée net. Elle ne savait pas encore que cet homme portait un secret qui allait détruire tout ce qu'elle croyait comprendre de sa propre vie. Elle ne savait pas que derrière ce visage émacié se cachait le responsable de la plus grande tragédie de son existence. Elle ne savait pas que les semaines à venir allaient la forcer à choisir entre la haine qu'elle avait le droit de ressentir et le pardon qu'elle n'était pas certaine de pouvoir offrir. Ce qu'elle savait, c'est qu'un homme était en train de mourir devant elle et qu'elle ne pouvait pas le laisser là. 15 ans plus tôt, son fils Thierry était mort à 23 ans des effets secondaires d'un médicament défectueux. L'entreprise pharmaceutique avait étouffé l'affaire, les avocats avaient gagné, et Colette avait enterré son enfant sans jamais obtenir justice. L'homme qu'elle s'apprêtait à sauver était le PDG de cette entreprise. Mais ça, elle ne le découvrirait que bien plus tard, quand il serait trop tard pour faire marche arrière. Si ces mots trouvent un écho en vous, c'est peut-être parce que vous connaissez le poids des secrets qui nous dévorent et des vérités qui arrivent trop tard. Cette chaîne existe pour partager ces histoires, qui nous rappellent que la vie ne suit jamais les chemins que nous avions prévus. Si vous sentez que ce récit vous parle, restez avec nous. Chaque histoire ici est un miroir de nos propres luttes intérieures. Je m'appelle Colette Dufresne et j'ai passé 35 ans de ma vie à coudre des vêtements pour les autres. Mes mains connaissent le tissu comme d'autres connaissent la terre ou le bois, chaque fibre, chaque texture, chaque façon dont une étoffe tombe sur un corps. C'est un métier humble, celui de couturière, mais c'est le mien et j'en suis fier. Ma maison se trouve à la sortie d'Auvers-sur-Oise, ce village du Val d'Oise que les touristes visitent pour voir la tombe de Van Gogh et l'église qu'il a peinte. Une petite maison de pierre avec un jardin où je cultive des roses et des légumes, un atelier au rez-de-chaussée où ma machine à coudre chante du matin au soir, et une chambre à l'étage où je dors seul depuis que mon mari Paul est parti il y a 20 ans de cela. Paul ne m'a pas quitté pour une autre femme. Il m'a quitté parce qu'il ne supportait plus de vivre avec moi, avec mon chagrin, avec le fantôme de notre fils qui hantait chaque pièce de cette maison. Je ne lui en veux pas. Certaines douleurs sont trop lourdes pour être portées à deux. Thierry est mort à 23 ans, le 14 février 2009. La Saint-Valentin, jour des amoureux, jour de la mort de mon enfant. Il avait une infection pulmonaire, rien de grave en apparence. Le médecin lui avait prescrit un antibiotique nouveau, censé être plus efficace que les anciens. 10 jours plus tard, Thierry était à l'hôpital, le foie détruit par une réaction toxique que personne n'avait prévue. Il est mort dans mes bras, en me demandant pardon de me faire de la peine. L'enquête qui a suivi n'a mené nulle part. L'entreprise pharmaceutique, un grand groupe français que je préfère ne pas nommer, avait des avocats plus puissants que ma colère. Ils ont prouvé que le médicament avait été testé selon les normes, que le cas de Thierry était une anomalie statistique, que personne n'était responsable. Le dossier a été classé, et moi je suis resté avec mon fils dans une tombe du cimetière d'Auvers, à 100 mètres de celle de Van Gogh. C'est pour ça que j'étais là ce jour-là, sous la pluie, devant le cimetière. Je venais de déposer des fleurs sur la tombe de Thierry, comme je le fais chaque semaine depuis 15 ans. Et c'est là que je l'ai vu. Cet homme effondré contre le mur, comme si lui aussi était venu mourir près des morts. Mon premier instinct a été de continuer mon chemin. On entend tellement d'histoires de gens agressés par des inconnus qui font semblant d'être en difficulté. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont cet homme gisait là, quelque chose d'authentiquement désespéré qui a fait taire mes craintes. Je me suis approché prudemment. « Monsieur » ai-je appelé. « Monsieur, vous m'entendez » Il a ouvert les yeux avec difficulté, des yeux gris, injectés de sang, brillants de fièvre. Il m'a regardé sans comprendre, comme si je faisais partie d'un rêve dont il n'arrivait pas à se réveiller. « Où suis-je » a-t-il murmuré. « À Auvers-sur-Oise, monsieur, devant le cimetière. Vous êtes trempé et vous avez l'air malade. Il faut vous mettre à l'abri. » Il a essayé de se lever,
mais ses jambes l'ont trahi. J'ai dû passer mon bras sous le sien pour le soutenir, et même ainsi, chaque pas semblait lui coûter un effort surhumain. Ma maison était à 10 minutes à pied. Nous avons mis une demi-heure à y arriver. Les premiers jours ont été difficiles. L'homme, qui m'avait dit s'appeler Henri Martin, était gravement malade. Le docteur Bertrand, notre médecin de village, est venu l'examiner et m'a annoncé ce que je redoutais déjà. « Pneumonie sévère !» m'a-t-il dit dans la cuisine pendant que l'inconnu dormait dans ma chambre d'amis. Mais il y a autre chose, Colette. Cet homme a des signes de maladie chronique, probablement quelque chose de grave. Il devrait être à l'hôpital. Il refuse, ai-je répondu. Je lui ai proposé d'appeler une ambulance. Il m'a supplié de ne pas le faire. Il dit qu'il ne veut pas mourir dans un hôpital. Le docteur Bertrand m'a regardé avec une expression que je connaissais bien. C'était la même expression qu'il avait eue 15 ans plus tôt quand il m'avait annoncé que Thierry ne passerait pas la nuit. « Tu sais dans quoi tu t'embarques, Colette ?»« Non, ai-je admis. Mais je ne peux pas le mettre dehors. Pas dans cet état. Il m'a laissé des médicaments et des instructions, promettant de revenir le lendemain. Pendant les jours suivants, je me suis occupé de cet étranger comme je m'étais occupé de mon fils, autrefois, avec des tisanes, des soupes maison, des compresses fraîches sur le front quand la fièvre montait trop haut. Henri dormait la plupart du temps, mais quand il était éveillé, il me regardait avec une intensité qui me mettait mal à l'aise, comme s'il cherchait quelque chose dans mon visage. Une réponse à une question qu'il n'osait pas poser. Un soir, alors que je lui apportais son dîner, il m'a arrêté d'un geste faible de la main. « Pourquoi faites-vous ça ?» a-t-il demandé. « Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. »« C'est vrai !» ai-je répondu en posant le plateau sur la table de nuit. « Mais vous êtes malade et seul. C'est suffisant pour moi. » Il a fermé les yeux un moment, comme si mes paroles l'avaient blessé d'une manière que je ne comprenais pas. « Vous êtes une bonne personne, Colette. Je suis une personne ordinaire qui fait ce qu'elle peut. Non. » Il a rouvert les yeux et m'a fixé avec une intensité presque douloureuse. Les personnes ordinaires auraient appelé la police ou une ambulance. Elles ne se seraient pas chargées d'un inconnu mourant. Mourant ? Il a détourné le regard vers la fenêtre, où la pluie continuait de tomber. « Je suis atteint d'une leucémie », a-t-il dit d'une voix neutre, comme s'il parlait de la météo. Diagnostiqué il y a 8 mois. Les médecins me donnaient 1 an avec traitement. J'ai refusé le traitement. Pourquoi ? Parce que je ne mérite pas de vivre plus longtemps. Ces mots m'ont glacé le sang. Il y avait quelque chose dans sa voix, une culpabilité si profonde qu'elle semblait avoir creusé des sillons dans son âme. « Personne ne mérite de mourir seul dans la rue », ai-je dit doucement. « Vous seriez surprise », a-t-il murmuré en fermant les yeux. « Vous seriez vraiment surprise. » Je suis resté à le regarder dormir pendant de longues minutes, me demandant qui était vraiment cet homme et quel terrible secret il portait. Mais les secrets, comme les maladies, ont leur propre calendrier. Ils se révèlent quand ils sont prêts, pas quand nous le voulons. Les semaines passaient et Henri reprenait des forces, lentement mais sûrement. La pneumonie avait cédé aux antibiotiques, et bien que la leucémie continuât son travail silencieux, il avait retrouvé assez d'énergie pour se lever, marcher dans le jardin, m'aider parfois à éplucher des légumes ou à plier du linge. Nous avions établi une routine étrange mais confortable. Le matin, je travaillais à ma couture pendant qu'il lisait dans le fauteuil près de la fenêtre. L'après-midi, nous faisions une promenade dans le village quand le temps le permettait. Le soir, nous dînions ensemble et parlions de tout et de rien, évitant soigneusement les sujets douloureux. J'apprenais à le connaître par petits morceaux, comme on reconstitue un puzzle dont certaines pièces manquent. Il avait vécu à Paris pendant des années, mais n'y retournerait jamais, disait-il. Il avait eu une fille, Clémence, morte dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Il avait été marié, mais sa femme l'avait quitté bien avant sa maladie. « Et vous, Colette ?» m'a-t-il demandé un soir. « Parlez-moi de votre vie. » J'ai hésité. Je n'avais pas l'habitude de parler de moi, encore moins de Thierry. Mais quelque chose dans le regard d'Henri m'a poussé à ouvrir une porte que je gardais fermée depuis des années. « J'ai eu un fils, ai-je dit. Il s'appelait Thierry. Il est mort il y a 15 ans. Henri a pâli visiblement, mais je l'ai attribué à sa maladie. « Je suis désolé, a-t-il murmuré. Comment est-ce arrivé ? Une réaction à un médicament, un antibiotique défectueux. L'entreprise qui le fabriquait a tout fait pour étouffer l'affaire.
Mon fils est mort et personne n'a jamais été puni. J'ai vu quelque chose passer dans les yeux d'Henri à ce moment-là. Un éclair de reconnaissance, peut-être, ou de douleur. Mais il a baissé le regard avant que je puisse l'identifier. « C'est injuste », a-t-il dit d'une voix rauque. « La justice n'existe pas pour les gens comme moi », ai-je répondu avec une amertume que je ne cherchais plus à cacher. Elle existe pour ceux qui ont de l'argent et du pouvoir. Pour les autres, il n'y a que le silence et l'oubli. Henri n'a rien dit. Il est resté assis là, immobile, le regard perdu dans le vide. Quand je suis allé me coucher ce soir-là, je l'ai entendu pleurer à travers la cloison. Des sanglots étouffés, désespérés, comme ceux d'un homme qui porte un fardeau trop lourd pour ses épaules. Je n'ai pas compris pourquoi, pas encore. Ma fille Amélie est venue me rendre visite le week-end suivant. Elle travaille comme professeure d'histoire à Lille et ne peut pas venir souvent, mais quand elle a appris que j'hébergeais un inconnu, elle a pris le premier train. « Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» m'a-t-elle demandé dès qu'elle a franchi la porte. « Tu recueilles des gens maintenant ?»« C'est un homme malade qui avait besoin d'aide, » ai-je répondu. Je n'allais pas le laisser mourir dans la rue. Amélie a rencontré Henri avec une méfiance à peine voilée. Elle l'a observé pendant tout le déjeuner, cherchant des indices de mauvaises intentions, des signes qu'il profitait de sa mère naïve. Mais Henri a été parfait. Courtois, discret, presque effacé. Il a parlé peu, répondu aux questions d'Amélie avec politesse et s'est retiré dans sa chambre dès que possible pour nous laisser seuls. « Il cache quelque chose », m'a dit Amélie après son départ. Je ne sais pas quoi, mais il cache quelque chose. « Tout le monde cache quelque chose », ai-je répondu. Je ne savais pas à quel point j'avais raison. L'automne est arrivé à Auvers-sur-Oise avec ses couleurs flamboyantes et ses matins brumeux. Henri et moi avions pris l'habitude de nous promener dans le village, suivant les traces de Van Gogh visitant les champs qu'il avait peints, nous arrêtant devant l'église qui semblait toujours sur le point de s'effondrer sous le poids du ciel. Un après-midi, nous nous sommes assis sur un banc face à la maison du docteur Gachet, celui qui avait soigné le peintre pendant ces derniers mois. « Vous savez pourquoi Van Gogh est venu ici ?» m'a demandé Henri. « Pour se faire soigner », ai-je répondu. Il était malade. Oui, mais pas seulement, il cherchait la rédemption. Il pensait que s'il peignait assez de beauté, s'il capturait assez de lumière, ça compenserait d'une certaine façon l'obscurité qu'il portait en lui. Et ça a marché ? Henri a souri tristement. Il s'est tiré une balle dans la poitrine 2 mois après son arrivée. Donc non, je suppose que ça n'a pas marché. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant les touristes photographier la maison jaune. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu ici, Henri ?» ai-je demandé soudain. « Ce village en particulier. Ce n'est pas un hasard. » Il a mis longtemps à répondre. « J'avais quelque chose à faire ici, a-t-il dit finalement. Quelque chose d'important. Mais maintenant que je suis là, je ne suis plus sûr d'en avoir le courage. » Je n'ai pas insisté. J'avais appris que les confidences d'Henri venaient par vagues, comme la marée, et qu'il ne servait à rien de les forcer. Ce soir-là, après le dîner, il m'a demandé de lui montrer des photos de Thierry. J'ai hésité. Ces photos, je ne les regardais presque jamais. Elles étaient trop douloureuses, trop pleines de promesses non tenues et de rêves brisés. Mais quelque chose dans la voix d'Henri m'a convaincu. J'ai sorti l'album que je gardais au fond de mon armoire et je l'ai ouvert devant lui. « Voilà », ai-je dit en montrant la première page. Thierry à sa naissance. Et là, à son premier anniversaire. Là, à l'école primaire. Henri regardait chaque photo avec une attention intense, presque douloureuse. Ses mains tremblaient légèrement en tournant les pages. « Il était beau », a-t-il murmuré. « Il avait vos yeux. Il avait les yeux de son père. Le même bleu que le ciel d'été. » Nous avons continué à feuilleter l'album en silence. Thierry adolescent, Thierry à son baccalauréat, Thierry avec sa première petite amie, Thierry le jour de ses 20 ans. La dernière photo datait de 3 semaines avant sa mort. Il souriait à l'objectif, inconscient du destin qui l'attendait. Henri a refermé l'album brusquement, comme s'il ne pouvait plus supporter de regarder. « Je suis désolé », a-t-il dit d'une voix étranglée. « Je suis tellement désolé, Colette. » Il s'est levé et s'est enfui dans sa chambre avant que je puisse lui demander pourquoi il s'excusait. Je l'ai entendu vomir à travers la porte, puis pleurer. Ces mêmes sanglots désespérés que j'avais entendus des semaines plus tôt. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond
en me demandant ce qui pouvait tourmenter cet homme à ce point. Quel péché avait-il commis qui le rongeait ainsi de l'intérieur? La vérité commençait à prendre forme dans mon esprit, mais je refusais encore de la voir. Certaines vérités sont trop monstrueuses pour être acceptées sans preuve. Parfois, les secrets que nous gardons finissent par nous consumer de l'intérieur. Ce que Colette ne sait pas encore, c'est que les prochaines semaines vont révéler une vérité qui changera tout ce qu'elle croyait comprendre de sa propre histoire. Si vous aussi avez connu le moment où le sol se dérobe sous vos pieds, restez avec nous pour découvrir la suite de ce récit. L'état d'Henri s'est détérioré brutalement une semaine plus tard. La leucémie, qui semblait avoir fait une pause, reprenait sa progression inexorable. Le docteur Bertrand venait maintenant tous les jours, apportant des médicaments contre la douleur et des regards inquiets qu'il essayait de me cacher. « Il ne lui reste plus beaucoup de temps », m'a-t-il dit un matin dans la cuisine. « Quelques semaines, peut-être moins. Vous êtes sûr de vouloir le garder ici ?»« C'est ce qu'il veut », ai-je répondu. « Et je lui ai promis. » Le docteur a hoché la tête, sans me juger. Il connaissait ma nature, ma tendance à m'occuper des autres, parfois au détriment de moi-même. Les jours suivants, Henri a passé la plupart de son temps au lit, trop faible pour se lever. Je lui faisais la lecture, lui préparais des soupes qu'il avait du mal à avaler, changeais ses draps quand la fièvre le faisait transpirer. C'était épuisant, mais quelque chose me poussait à continuer. Un après-midi, alors que je lui essuyais le front avec un linge humide, il a attrapé ma main avec une force surprenante. « Colette, a-t-il dit, il faut que je vous dise quelque chose. »« Plus tard, ai-je répondu. Vous devez vous reposer. » « Non. » Il a serré ma main plus fort, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ses yeux étaient fiévreux, mais derrière la fièvre, je voyais une lucidité terrible. Celle d'un homme qui sait qu'il va mourir et qui ne peut plus supporter le poids de ses secrets. « Je ne m'appelle pas Henri Martin, a-t-il commencé. Je m'appelle Édouard Lavigne. Le nom ne m'a rien dit au début. Puis, lentement, un souvenir a émergé des profondeurs de ma mémoire. Lavigne pharmaceutique. L'entreprise qui avait fabriqué le médicament qui avait tué Thierry. Non, ai-je murmuré en retirant ma main. Non, j'étais le PDG, a-t-il continué, les larmes coulant sur ses joues. Quand les premiers cas d'effets secondaires graves ont été signalés, j'ai ordonné de les étouffer. Je pensais que c'était des anomalies, que le médicament était sûr. Je pensais... Il s'est interrompu, secoué par une quinte de toux. « Sortez !» ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. « Sortez de ma maison. Colette, je vous en supplie. Vous avez tué mon fils. J'ai senti la rage monter en moi comme une vague noire. Vous l'avez tué et vous êtes venu ici, dans ma maison, manger ma nourriture, dormir dans mes draps, me regarder pleurer sur mes photos. J'ai voulu faire amende honorable. J'ai voulu... » Faire amende honorable, ma voix était devenue un cri. Mon fils est mort à 23 ans. Il ne verra jamais ses enfants, ne connaîtra jamais l'amour, ne réalisera jamais ses rêves. Et vous pensez que vous pouvez faire amende honorable ? Je me suis levé, les jambes tremblantes, le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. J'aurais dû vous laisser mourir dans la rue, ai-je dit. J'aurais dû vous laisser là où je vous ai trouvé. Et je suis sorti de la chambre en claquant la porte derrière moi. J'ai passé la nuit dans mon atelier, incapable de dormir, incapable de coudre, incapable de penser à autre chose qu'à la trahison que je venais de subir. Cet homme que j'avais nourri, soigné, réconforté, était responsable de la mort de mon fils. Et il le savait depuis le début. Il était venu ici exprès. Ce n'était pas un hasard. Il avait choisi Auvers-sur-Oise parce que c'est là que Thierry était enterré. Il avait voulu mourir près de sa victime, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre effacer son crime. Au petit matin, épuisé et vidé, j'ai entendu un bruit sourd venant de la chambre d'Henri, d'Édouard. Je ne savais plus comment l'appeler. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais dû l'ignorer. Mais quelque chose m'a poussé à monter. Je l'ai trouvé par terre, à côté du lit, inconscient. Il avait essayé de se lever, probablement pour venir me parler, et ses forces l'avaient abandonné. J'ai hésité un long moment, debout dans l'encadrement de la porte. Je pouvais le laisser là, appeler les urgences et disparaître. Le laisser mourir seul, comme mon fils était mort, entouré d'étrangers indifférents. Mais je n'ai pas pu. Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être parce que je n'étais pas capable de devenir le monstre qu'il avait été. Peut-être parce que, malgré tout, quelque chose en moi refusait de laisser un être humain souffrir sans aide. Je l'ai soulevé du mieux que j'ai pu et l'ai remis dans son lit. Les jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. Je continuais à m'occuper d'Édouard, à lui donner ses médicaments, à lui préparer ses repas, mais je ne lui adressais plus la parole. Il essayait parfois de parler, de s'expliquer, mais je quittais la pièce dès qu'il ouvrait la bouche. Un matin, j'ai trouvé une lettre sur la table de la cuisine, écrite de sa main tremblante, sur plusieurs pages de papier ligné. « Chère Colette, je sais que vous ne voulez plus m'entendre, et je comprends. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je vous dois au moins la vérité complète, même si elle ne change rien. » Quand les premiers rapports sur les effets secondaires du Cardoflax sont arrivés sur mon bureau, j'ai fait un choix. Le mauvais choix. Je venais de perdre ma femme, qui m'avait quitté pour un autre homme. Je venais de perdre le respect de ma fille, qui me reprochait de ne jamais être là. L'entreprise était tout ce qu'il me restait. J'ai ordonné d'enterrer les rapports. J'ai fait pression sur les médecins pour qu'ils minimisent les incidents. J'ai payé des avocats pour étouffer les plaintes. Et quand votre fils est mort, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai regardé ailleurs. Ce n'est que des années plus tard, quand ma propre fille est morte dans un accident de voiture, que j'ai compris ce que j'avais fait. La douleur de perdre un enfant m'a ouvert les yeux sur la douleur que j'avais causée à d'autres. Toutes ces familles, tous ces parents qui avaient perdu des êtres chers à cause de ma lâcheté, de ma cupidité. J'ai essayé de faire amende honorable. J'ai créé une fondation pour aider les victimes de négligence pharmaceutique. J'ai témoigné anonymement contre mon propre conseil d'administration. J'ai vendu toutes mes actions et donné l'argent à des associations caritatives. Mais rien de tout cela ne ramènera Thierry. Rien ne ramènera les autres victimes. Et rien ne me pardonnera. Quand j'ai appris que j'avais la leucémie, j'ai su que c'était ma punition. J'ai refusé le traitement parce que je ne méritais pas de vivre. Et je suis venu ici, à Auvers-sur-Oise, parce que je voulais mourir près de la tombe de votre fils. Je voulais lui demander pardon, même si je savais qu'il ne pouvait pas m'entendre. Je ne vous demande pas de me pardonner, Colette. Je sais que c'est impossible. Je vous demande seulement de comprendre que je suis vraiment, sincèrement désolé. Et que les semaines que j'ai passées avec vous ont été les seules semaines de paix que j'ai connues depuis des années. Vous êtes une femme extraordinaire. La bonté avec laquelle vous m'avez traité, alors que je ne la méritais pas, m'a montré ce que j'aurais pu être si j'avais fait d'autres choix. Merci pour tout. Édouard, j'ai lu la lettre 3 fois, les larmes coulant sur mes joues. Je ne savais pas quoi ressentir. La rage était toujours là, bien sûr, cette rage noire qui avait brûlé en moi depuis la mort de Thierry. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose qui ressemblait à de la pitié ou peut-être à de la compassion. Cet homme avait fait des choses terribles. Mais il était aussi un être humain brisé, rongé par la culpabilité, qui avait perdu tout ce qui comptait pour lui. Ça n'excusait rien. Mais peut-être, ça expliquait quelque chose. Ce soir-là, je suis entré dans sa chambre pour la première fois depuis des jours. Il dormait, le visage émacié, le souffle difficile. J'ai posé ma main sur la sienne, sans savoir pourquoi. « Je ne vous pardonne pas », ai-je murmuré. « Je ne sais pas si je pourrai jamais. Mais je ne vous hais plus. » Il a ouvert les yeux et m'a regardé. Une larme a coulé sur sa joue. « C'est plus que je ne mérite », a-t-il soufflé. « Oui, ça l'est. » Amélie est revenue 1 semaine plus tard, alertée par mes messages de plus en plus inquiets. Quand je lui ai raconté la vérité sur Édouard, elle a réagi exactement comme je m'y attendais. « Tu dois le mettre dehors », m'a-t-elle dit, les yeux brillants de colère. « Cet homme a tué ton fils. Il a tué mon frère, et tu continues à le soigner ? C'est un être humain mourant, Amélie. C'est un meurtrier !» Elle a frappé du poing sur la table. « Il a couvert la mort de centaines de personnes. Il mérite de souffrir seul, pas d'être entouré de compassion. Je l'ai regardée, ma fille, si pleine de justice et de fureur, et j'ai vu en elle le reflet de ce que j'avais ressenti pendant des années. La rage, le désir de vengeance, le besoin de voir souffrir ceux qui nous ont fait du mal. Tu crois que le punir me ramènera Thierry ? Ai-je demandé doucement. Non, mais au moins ce serait juste. La justice. Ce mot que j'avais tant cherché, tant espéré, tant désiré, et qui n'était jamais venu. J'ai passé 15 ans à attendre la justice, Amélie.
15 ans à espérer que quelqu'un paierait pour la mort de ton frère. Et tu sais ce que j'ai appris? Que la justice ne guérit pas. Elle ne ramène pas les morts, elle ne comble pas le vide. Alors quoi? Tu pardonnes. Je ne sais pas si je pardonne. Mais je sais que je refuse de passer le reste de ma vie à haïr. La haine m'a déjà coûté mon mariage, ma santé, des années de ma vie. Je refuse de lui donner le reste. Amélie m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Peut-être que je ne me reconnaissais pas moi-même. Elle est restée 3 jours. Pendant ce temps, elle a évité Édouard autant que possible, ne lui adressant la parole que quand c'était absolument nécessaire. Mais le dernier soir, je l'ai vue entrer dans sa chambre et y rester 1 heure. Quand elle en est ressortie, ses yeux étaient rouges. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Des choses que je n'étais pas prête à entendre, sur Thierry, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il a fait pour essayer de réparer. Et je ne sais plus quoi penser, maman. Elle s'est effondrée dans mes bras. Je voulais le détester. C'était tellement plus simple de le détester. Je sais, ma chérie. Je sais. Nous avons pleuré ensemble cette nuit-là. Pour Thierry, pour nous-mêmes, pour tout ce que nous avions perdu et que nous ne retrouverions jamais. Les jours suivants, Édouard a décliné rapidement. La douleur devenait plus intense malgré les médicaments, et il passait de plus en plus de temps inconscient. Le docteur Bertrand m'a prévenu que la fin approchait. Un soir, alors que je veillais à son chevet, il s'est réveillé avec une lucidité surprenante. « Colette, a-t-il dit, il y a quelque chose que je dois vous demander. Une dernière chose. » « Quoi ? » « Quand je serai parti, des gens viendront. Des avocats, des hommes d'affaires. Ils vous parleront d'argent, de testament, de propriété. Il m'a regardé intensément. Ne refusez pas ce qu'ils vous offriront. Et je ne veux pas de votre argent, je sais. Mais ce n'est pas pour vous, c'est pour Thierry. Tout ce que j'ai laissé, tout ce que j'ai construit, je l'ai mis dans une fondation qui porte son nom. Une fondation pour aider les victimes de négligence médicale, pour financer des procès contre des entreprises comme la mienne, pour donner aux familles les moyens de se battre. J'ai senti les larmes monter à mes yeux. Vous avez fait ça ? C'est la seule chose que je pouvais faire. Il a fermé les yeux. La seule façon de donner un sens à sa mort. Il ne s'est plus réveillé après cette nuit-là. La vérité que nous gardons parfois pour protéger ceux que nous aimons peut se transformer en poison. Ce qu'Édouard vient de révéler change tout. Si vous aussi avez connu le moment où un ennemi devient autre chose, quelque chose de plus complexe, restez avec nous pour découvrir comment cette histoire se termine. Édouard Lavigne est mort un mardi de novembre, à 4 heures du matin, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à éclairer le ciel d'Auvers-sur-Oise. Je tenais sa main quand il a rendu son dernier souffle. C'était étrange. Cet homme que j'avais haï, que j'aurais voulu voir souffrir, était parti en paix, dans une maison qui n'était pas la sienne, entouré d'une femme qui avait toutes les raisons de lui refuser sa compassion. Je ne sais pas ce que cela dit de moi. Peut-être que je suis plus faible que je ne le pensais. Peut-être que je suis plus forte. Peut-être que ce sont les deux. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de formalités administratives, de coups de téléphone et de visiteurs inattendus. Les avocats d'Édouard sont arrivés comme il l'avait prédit, avec des mallettes pleines de documents et des expressions solennelles. Ils m'ont expliqué ce qu'Édouard avait fait. La fondation Thierry Dufresne avait été créée 3 ans plus tôt, avec un capital initial de 50 millions d'euros. Elle finançait des procès contre des entreprises pharmaceutiques négligentes, soutenait les familles de victimes et travaillait à faire changer les lois sur la responsabilité des laboratoires. Édouard avait également laissé des instructions très précises concernant sa succession personnelle. La maison où j'habitais était maintenant la mienne, ainsi que toutes les terres environnantes. Un compte bancaire avait été ouvert à mon nom, contenant une somme suffisante pour que je ne travaille plus jamais, si je le souhaitais. Mais la chose la plus surprenante était un dossier que l'avocat m'a remis en dernier. « Monsieur Lavigne a tenu à ce que vous ayez ceci », m'a-t-il dit. Il a dit que vous comprendriez. Le dossier contenait toutes les preuves de la négligence de Lavigne pharmaceutique concernant le Cardoflax. Des rapports internes, des emails, des mémos, des témoignages. Tout ce qui avait été enterré, caché, détruit au fil des années. Avec ces documents, les familles des victimes pourraient ouvrir leur procès.
Elles pourraient enfin obtenir la justice qui leur avait été refusée. Édouard avait passé les dernières années de sa vie à rassembler ses preuves. C'était son œuvre finale, sa rédemption. « Il vous a laissé autre chose », a ajouté l'avocat en me tendant une enveloppe scellée. Une lettre personnelle. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Chère Colette, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis parti. J'espère que la fin a été paisible, mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. Je vous ai menti sur beaucoup de choses, mais pas sur l'essentiel. Les semaines que j'ai passées avec vous ont été les plus belles de ma vie. Pas parce qu'elles étaient faciles, mais parce qu'elles étaient vraies. Pour la première fois depuis des années, j'étais moi-même, sans masque, sans protection. Juste un homme mourant face à sa conscience. Vous m'avez donné quelque chose que je ne méritais pas. Votre compassion. Et en retour, je n'ai qu'une chose à vous offrir. La vérité. La vérité, c'est que j'aurais pu sauver votre fils. Les rapports sur les effets secondaires du Cardoflax sont arrivés sur mon bureau 3 mois avant sa mort. Si j'avais agi, si j'avais retiré le médicament du marché comme j'aurais dû le faire, Thierry serait encore vivant aujourd'hui. Cette vérité me hante chaque nuit depuis 15 ans. Elle me hantera probablement pour l'éternité, où que je sois. Mais il y a une autre vérité, plus difficile à dire. Je n'aurais pas pu vous l'avouer de mon vivant, parce que j'avais trop peur de votre réaction. Quand j'ai découvert que j'avais la leucémie, j'ai fait des recherches sur toutes les victimes du Cardoflax. Je voulais savoir qui j'avais tué, qui j'avais blessé, quelle vie j'avais détruite. Et parmi toutes ces victimes, une histoire m'a touché plus que les autres. Celle de Thierry. Peut-être parce qu'il avait le même âge que ma fille quand elle est morte. Peut-être parce que sa mère, vous, aviez refusé de se taire, aviez continué à se battre même quand tout le monde vous disait d'abandonner. Peut-être simplement parce que certaines connexions n'ont pas d'explication rationnelle. Je suis venu à Auvers-sur-Oise pour mourir près de lui. Mais ce que j'ai trouvé, c'est vous. Vous êtes la preuve que la bonté existe encore dans ce monde, Colette. Vous êtes la preuve qu'un être humain peut traverser les pires épreuves et en ressortir plus fort, plus compatissant, plus humain. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande seulement de vivre, de continuer à être cette femme extraordinaire que j'ai eu le privilège de connaître pendant mes dernières semaines sur cette terre. Et si un jour vous avez envie de parler à quelqu'un de ce que nous avons vécu ensemble, parlez à ma fille, Clémence. Je sais qu'elle est morte, mais je crois qu'elle m'entend quand même. Je crois qu'elle m'a pardonné, et j'espère qu'elle vous aidera à me pardonner aussi. Adieu, Colette. Édouard. Les funérailles d'Édouard ont eu lieu dans la petite église d'Auvers-sur-Oise, la même église que Van Gogh avait peinte plus d'un siècle plus tôt. Il n'y avait que quelques personnes présentes, moi, Amélie, le docteur Bertrand, les avocats, et une poignée de villageois qui étaient devenus par curiosité plus que par compassion. Personne n'a pleuré, sauf moi. Je ne pleurais pas pour l'homme qu'Édouard avait été. Le PDG impitoyable qui avait sacrifié des vies pour protéger ses profits. Je pleurais pour l'homme qu'il était devenu, celui qui avait passé ces dernières années à essayer de réparer l'irréparable, à chercher une rédemption qu'il savait impossible. Après la cérémonie, je suis allé au cimetière. Pas sur la tombe d'Édouard, qui n'était pas encore creusée, mais sur celle de Thierry. Je me suis assise sur l'herbe humide et j'ai parlé à mon fils pour la première fois depuis des années. Vraiment parler, pas juste déposer des fleurs et murmurer des banalités. Je lui ai raconté tout. L'homme que j'avais trouvé dans la rue, les semaines que nous avions passées ensemble, la vérité que j'avais découverte, le choix que j'avais fait de ne pas le haïr. « Tu m'en veux ?» ai-je demandé au vent qui soufflait entre les tombes. « Tu m'en veux de l'avoir soigné, de l'avoir laissé mourir en paix ?» Le vent n'a pas répondu, bien sûr, mais quelque chose en moi s'est dénoué à ce moment-là. Quelque chose que je portais depuis 15 ans, sans même savoir que c'était là. La culpabilité. Pas la culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal, mais la culpabilité de n'avoir pas pu sauver mon fils. La culpabilité de n'avoir pas su, pas compris, pas agi assez vite. La culpabilité de continuer à vivre alors qu'il était mort. En pardonnant à Édouard, je me pardonnais à moi-même. Le printemps est arrivé à Auvers-sur-Oise avec ses promesses de renouveau. Ma vie avait changé de manière irréversible, mais pas comme je l'aurais imaginé. J'ai continué à coudre parce que c'était ce que j'aimais faire. Mais maintenant, je cousais aussi pour la fondation Thierry Dufresne, créant des vêtements pour les familles dans le besoin, formant des jeunes femmes au métier que ma mère m'avait transmis.
Amélie venait me voir plus souvent. Notre relation, toujours proche mais parfois difficile, s'était approfondie. Nous parlions de Thierry maintenant, chose que nous n'avions jamais vraiment faite. Nous partagions nos souvenirs, nos regrets, nos espoirs. Un jour, elle m'a demandé si j'avais pardonné à Édouard. Je ne sais pas si pardonner est le bon mot, ai-je répondu. Je crois que j'ai accepté. Accepter ce qui s'est passé, accepter ce qui ne peut pas être changé, accepter que la haine ne me ramènerait pas Thierry. Et ça suffit? Ça doit suffire. C'est tout ce que nous avons. Elle a hoché la tête, comprenant peut-être pour la première fois ce que j'avais traversé. 1 an après la mort d'Édouard, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait d'une femme nommée Marie-Claire Dumont, dont la fille était morte du cardoflax 2 ans avant Thierry. Elle avait lu un article sur la fondation Thierry Dufresne et avait reconnu mon nom. Elle voulait me rencontrer, me remercier, comprendre comment j'avais trouvé la force de continuer. Je l'ai invitée à Auvers-sur-Oise. Marie-Claire est arrivée par un après-midi de mai, quand les roses de mon jardin étaient en pleine floraison. C'était une femme de mon âge, avec des yeux qui portaient la même douleur que les miens, la même fatigue de vivre avec un deuil qui ne s'efface jamais vraiment. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté sa fille Sophie, ses rêves brisés, sa colère contre un système qui protégeait les coupables et abandonnait les victimes. Je lui ai raconté Thierry, mon combat solitaire, et finalement, Édouard. Elle a pleuré quand je lui ai dit que l'homme qui avait tué nos enfants avait passé ses dernières semaines dans ma maison. « Comment avez-vous pu » a-t-elle demandé. « Comment avez-vous pu le regarder chaque jour en sachant ce qu'il avait fait ?» Je ne savais pas, au début. Et quand j'ai su, j'ai failli le mettre dehors. J'ai failli le laisser mourir seul. Mais vous ne l'avez pas fait. Non, pourquoi? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Parce que la haine est facile, parce que la vengeance est séduisante. Mais au bout du compte, elles ne guérissent rien. Elles ne ramènent pas les morts. Elles ne comblent pas le vide. Elles ne font que nous consumer de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de nous. Et le pardon? Le pardon, c'est autre chose. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser. C'est décider de ne plus porter le fardeau de la haine. C'est choisir de vivre plutôt que de survivre. Marie-Claire est restée plusieurs jours. Nous avons visité le cimetière ensemble, déposé des fleurs sur la tombe de Thierry, parlé à nos enfants comme s'ils pouvaient nous entendre. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras. « Merci », a-t-elle dit. « Je ne sais pas si je pourrais faire ce que vous avez fait, mais au moins, maintenant, je sais que c'est possible. » Depuis, d'autres sont venus. Des parents, des frères, des sœurs, des amis de victimes, tous portant le même fardeau, tous cherchant une raison de continuer. Je les accueille chez moi, dans cette maison qui a vu tant de douleur et de rédemption. Je leur raconte mon histoire, pas comme un exemple à suivre, mais comme une preuve que la guérison est possible. La fondation Thierry Dufresne a grandi au-delà de ce qu'Édouard avait imaginé. Avec les preuves qu'il avait laissées, des dizaines de procès ont été gagnés. Des millions d'euros de compensation ont été versés aux familles. Les lois sur la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques ont été renforcées. Le nom de mon fils est devenu synonyme de justice. Mais ce n'est pas ça qui compte le plus pour moi. Ce qui compte, c'est ce que j'ai appris pendant ces semaines avec Édouard. Que les monstres ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Que la rédemption est possible, même pour ceux qui l'ont le moins mérité. Que la bonté n'est pas une faiblesse, mais une force. Et que parfois, les gens qui nous blessent le plus profondément sont aussi ceux qui nous enseignent les leçons les plus importantes. Aujourd'hui, je m'assois sous le même arbre où j'ai trouvé Édouard il y a 3 ans. Le cimetière est calme, les tombes silencieuses. Celle de Thierry est couverte de fleurs fraîches, comme toujours. Celle d'Édouard, à quelques mètres de là, est plus modeste, mais jamais abandonnée. Je viens les voir tous les deux, chaque semaine. Mon fils, que j'ai perdu trop tôt, et l'homme qui l'a tué, qui m'a appris ce que signifie vraiment pardonner. La vie est étrange. Elle nous envoie des épreuves que nous ne comprenons pas, des douleurs que nous ne méritons pas, des choix impossibles. Mais elle nous donne aussi, parfois, la grâce de transformer notre souffrance en quelque chose de plus grand. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je continue à faire chaque jour. Non pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que je suis humaine. Et que c'est ce que font les humains. Ils tombent, ils se relèvent, ils continuent à marcher. Même quand le chemin est obscur, même quand la destination est incertaine, même quand tout semble perdu, ils continuent.
Si cette histoire vous a touché, c'est peut-être parce que vous aussi, vous portez des fardeaux que personne ne voit, des deuils qui ne guérissent pas, des colères qui vous rongent, des questions sans réponse. Nous sommes tous sur ce chemin, tous à chercher un sens dans l'absurde, une lumière dans l'obscurité. Cette chaîne existe pour rappeler que vous n'êtes pas seul, que d'autres ont traversé les mêmes tempêtes et en sont ressortis transformés, que la bonté, même quand elle semble inutile, finit toujours par trouver son chemin. Votre présence ici compte, votre émotion compte. Et peut-être qu'aujourd'hui, en lisant ces mots, quelque chose en vous a commencé à guérir. Car c'est ainsi que fonctionne la vraie compassion. Elle ne demande rien, elle ne juge pas, elle se contente d'être là, présente, disponible pour ceux qui en ont besoin.